Vous le découvrirez, un invité qui, lui, ne s'assoit pas pour rebondir, car il est différent. C'est ça, la Catalogne du Nord, on est différent. Hein, Bernard Massas, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Les Catalans sont là, donc on peut commencer le débat, il n'y a pas de souci. À partir du moment où nous sommes champions de France de Pro D2, on rentre top 14, nous avons gagné, nous assurons. Voilà, vous comprenez bien qu'avec Bernard, vous dites bonjour, il vous dit le reste. C'est l'avantage d'avoir quelqu'un comme ça dans le débat. Bernard Massas est avec nous. Alors Bernard, il est président de la CPME 66, donc Pyrénées-Orientales. Il est également président de l'URSSAF Languedoc-Roussillon, ex-Languedoc-Roussillon, mais ça existe encore, donc on le dit. Et puis il a d'autres cordes à son arc, il nous les expliquera tout à l'heure. J'ai évidemment à sa gauche à vous présenter Laurent Nguyen, qui lui est la CAF représente la Caisse d'allocation familiale, la CAF ex-Midi-Pyrénées, mais encore ça existe. Avec lui, on parlera également du Césaire, puisque c'est un syndicaliste et il est conseiller régional du Césaire. Il a beaucoup de cordes, lui aussi, à son arc. Et puis, à mes côtés, un peu plus près, Martial Bredac, que j'ai le plaisir de retrouver, médiateur régional de l'URSSAF, lui aussi ex-président, mais c'est à vie ça, président de l'URSSAF. Autant dire qu'il va falloir aujourd'hui être près de ses comptes d'exploitation. Mesdames, messieurs, si vous avez fait des choses pas très très clean, on en a deux, donc là vous êtes mal. Et il est également au Césaire, Martial, il est conseiller régional et membre également de plein d'autres organisations. Donc une belle expérience pour aller sur le terrain de ce jour. Et puis notre grand témoin, qui est une grande témoin, c'est Valérie Ponce, un magnifique sourire derrière cette chef d'entreprise qui est au quotidien sur le terrain pour se battre, qui traverse cette crise pandémique comme bon nombre de ses collègues restaurateurs. Et regardez comment on se bat et on a toujours le sourire. Ça fait plaisir d'avoir Valérie à nos côtés. Valérie Ponce qui est également, pour ceux qui connaissent bien la CPME, à la CPME 82, bien entendu, Tarn-et-Garonne. Valérie qui viendra en grand témoin parler un peu de ce thème. Alors le thème, il est très, très simple. Est-ce que la TPE va être le passager clandestin économique? C'est ce que la CPME Occitanie avait envie de demander à vous qui nous regardez, à ceux qui sont également présents ici à Toulouse, au Stadium de Toulouse, pour rebondir aujourd'hui et se dire, quand ça va repartir, est-ce que les aides seront également tournées vers la TPE, vers la PME, et pas que pour les grands groupes? Donc mes quatre invités vont répondre à ça. Petit tour de table d'abord, avec peut-être Bernard, on va commencer avec vous, puisque j'ai commencé tout à l'heure avec vous. Fin 2020, on avait les TPE, les PME, mais il ne faut pas oublier également les commerçants et les artisans. Il y a plus de 50 000, 55 000, j'avais noté artisans environ, fin 2020. Par rapport à 2019, ça faisait déjà une petite baisse significative. Quels sont les derniers chiffres, puisque vous, à l'URSSAF, vous les avez? Absolument, parce qu'il est très facile de donner des chiffres, des estimatifs. Mais je vais vous dire, au 31 décembre, dans le Languedoc-Roussillon, nous avons 55 932 artisans et commerçants, avec une baisse de 0,53% par rapport à 2019. En profession libérale, nous en avons 20 993, avec aussi encore une baisse de 2,51 par rapport à 2019. Et nous avons 94 346 auto-entrepreneurs artisans avec une hausse, tenez-vous bien, de 22,61%. 14 002 auto-entrepreneurs profession libérale avec une petite baisse de 4,47%. Alors pour mes collègues de Midi-Pyrénées, tu permettras, je vais te donner quelques chiffres. Cher ami, au niveau des travailleurs indépendants, on a... Ce qui est bien avec Bernard, c'est qu'il fait les questions et les réponses en même temps. Hein. C'est-à-dire, vous comprenez, vu l'enveloppe qu'on m'a donnée aujourd'hui pour être parmi vous, je me dois de fournir... Après les chiffres, je voudrais que vous nous les expliquiez, parce que c'est bien de balancer les chiffres, mais je veux comprendre, moi. Hein. Non, mais n'ayez crainte, vous savez, nous, dans les TPE, on est
Là, les chiffres que je vous donne, ce sont les clandestins. Les clandestins que vous avez affichés aujourd'hui à votre ordre du jour. Parce que quand vous parlez des TPE, vous parlez avec les clandestins, je vais vous dire, vous allez voir le nombre de clandestins qui sont autour de notre belle Occitanie et de notre Languedoc-Roussillon. En Midi-Pi, alors? À Midi-Pi, nous avons 56 580 artisans et commerçants, moins 2% par rapport à 2019. 17 248 en profession libérale, à moins 4%. Et en auto-entrepreneur, incroyable. Auto-entrepreneur, artisan, commerçant, plus 19%, qui arrive à un chiffre de 75 291. Et auto-entrepreneur, profession libérale, à plus 21%, avec 32 288. Comment vous traduisez ces chiffres? Parce que si j'ai bien compris de ce que vous dites, il y a quand même une forte augmentation d'auto-entrepreneurs, c'est ça? Exactement. La faute, mais bien sûr, c'est un constat, c'est des chiffres quand même qui sont très préoccupants. C'est pas compliqué, c'est qu'aujourd'hui, les structures commerciales ne sont pas toujours faciles à gérer et à appréhender. Dans nos TPE, on n'est pas des gestionnaires obligatoirement, on est soit des commerciaux, on est soit des techniciens, et la seule possibilité qui nous est offerte pour éviter justement de commettre différentes erreurs dans la gestion juridique de nos structures, c'est de devenir auto-entrepreneur. Deuxièmement, il y a un élément fort aussi par rapport, et vous connaissez les indicateurs du chômage dans notre région, je ne veux pas parler particulièrement tout à l'heure on a parlé de Pyrénées-Orientales où on est à plus de 14% de chômage, donc je veux dire, c'est quand même des situations qui sont alarmantes. Et tous ceux qui se sont retrouvés dans cette crise en sortant de Pôle emploi, ben, la meilleure facilité, la première facilité pour leur permettre d'exister dans les différents métiers, c'est de devenir auto-entrepreneur. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a recyclé, pardon pour le terme, mais on a recyclé des personnes qui ont été licenciées en auto-entrepreneur? Chez nous, les humains, ça ne se recycle pas. On a beau nous traiter de clandestins par rapport... Je voudrais revoir le titre là, parce que ce titre, il m'a énormément heurté. Parce que les clandestins des TPE, c'est pas ça. Nous, on sait ce que c'est, les clandestins à l'URSSAF. On fait la lutte contre le travail illégal. On aide les entreprises qui sont dans la totale légalité. Et le qualificatif de clandestin, je ne peux pas le recevoir. Voilà, donc ça, c'est dit, c'est dit. On ne recycle pas l'humain. L'humain, homme ou femme, on leur dit ils peuvent passer dans une vie des problèmes professionnels. Les entreprises rencontrent parfois des difficultés et se retrouvent dans des situations parfois catastrophiques. Heureusement, Pôle emploi est là pour pallier à cela. Mais ce n'est pas une profession d'être à Pôle emploi. C'est de la souffrance pour tous ces humains, dans la très grande majorité. Et il arrive un moment où ils se disent, mais parce que j'approche la quarantaine, la cinquantaine, et que malheureusement les entreprises n'embauchent plus ces gens qui ont une tranche d'âge élevée, et qu'est-ce qu'il leur reste à tous ces gens? Quelle est la possibilité? La seule possibilité, c'est par rapport à leurs connaissances, leur côté technicien, leur connaissance commerciale, de suite passer au Si je vous écoute bien, Bernard, pour vous, c'est tout à fait une continuité, ça ne vous surprend pas. Est-ce que vous validez ça? C'est comme une espèce de continuité de vie professionnelle. On sort d'un emploi salarié, on va vers l'auto-entrepreneur ou la TPE parce qu'on a toujours des compétences, mais on les met différemment en œuvre. Exactement, on les met au service des entreprises en qualité de sous-traitance. Donc, et puis l'auto-entrepreneur, alors on va voir comment ça va évoluer, ces progressions de chiffres sont étonnantes, mais je souhaite que ce soit un tremplin, c'est-à-dire que lorsqu'ils vont avoir pris confiance à leur capacité, à leur connaissance, à servir le tissu économique en général, d'être sous-traitants des uns ou des autres, ils vont pouvoir, eux, enfin, créer leur propre société avec des référencements totalement différents via des SARL ou SAS. Il faut que l'auto-entrepreneur soit un tremplin. On a des questions qui nous arrivent en temps réel, je le dis depuis tout à l'heure, mais vous continuez bien entendu. Si vous avez envie de réagir avec mes invités ici, vous posez vos questions. Là, on vient d'en avoir une. Les lois françaises sont faites pour les grandes entreprises. C'est ce qu'on nous demande. À quand les lois pour les TPE? Vous pensez cela, vous? C'est très clair, je vais vous dire, je suis administrateur URSSAF national. Si vous saviez tous les débats que nous avons dans tous les décrets lois et les dispositifs qui nous arrivent des commissaires du gouvernement, qui nous sont imposés par le gouvernement, quand on en prend connaissance, on se rend bien compte que ce n'est pas fait pour nos TPE. Et puis, attendez, est-ce que vous avez... Comment on peut changer ça? Comment changer ça? Alors, il y a eu un Premier ministre que je ne citerai pas qui a dit, mais que
nos grands énarques, que nos commis de l'État viennent faire un peu des stages dans nos entreprises et voir ce qui s'y passe. Qu'ils viennent, moi je les invite tous, venez dans nos TPE, venez voir ce que fait un chef d'entreprise avec ses 1, 2, 3 ou 10 salariés. Le matin, il est le premier à 7 h du matin, le soir à 20 h, 21 h, il n'a pas encore terminé. Il n'y a pas de week-end de repos. Nous sommes dans l'engagement total et dans la passion de ce que nous faisons. Mais comment voulez-vous que ces lois telles qu'elles sont écrites, d'abord, on ne fait des lois que pour qu'elles soient systématiquement contournées. Donc, Bernard, je reviendrai vers vous dans un instant parce que je voudrais avoir aussi la suite. Hein, c'est-à-dire, ça c'est un constat, je voudrais avoir votre analyse pour demain. Bernard, merci. Laurent, vous êtes à côté, Laurent Nguyen, la CAF Midi-Pyrénées. Vous me disiez en préparant cette thématique, vous êtes plutôt inquiet, plutôt optimiste, plutôt les deux pour le rebond? Oui, déjà dans un premier temps, je voulais vous remercier pour cette invitation et cet échange. Oui, on peut être inquiet. Pourquoi? Est-ce qu'on est à la fin de la crise? Est-ce qu'on est à la fin de la pandémie ou non? Déjà, ça, je ne suis pas devin pour y répondre. Quel est votre sentiment quand même? Vous avez des idées? Mais le constat aujourd'hui, il est plutôt vers une sortie et un rebond, c'est vrai. Mais on a aujourd'hui les TPE de l'Occitanie qui est une grande composante de la stabilité économique de l'emploi, mais aussi du domaine social. Pourquoi? Parce que quand on voit en Occitanie que les entreprises TPE, tout confondu, je parle des entreprises familiales avec des salariés inférieurs à moins de 10, mais aussi les auto-entrepreneurs ou, je dirais, les travailleurs indépendants. Le micro bien proche de Le milieu indépendant sont des cotisations qui permettent la stabilité sociale. Pour un petit rappel, moi, en tant que président de la CAF de la Haute-Garonne et qui suis le représentant au Comité économique, social et régional pour les CAF, 42 € sur 100 € cotisés vont à la santé. Les retraites, 26 €. La famille que je représente, 10 €. L'assurance chômage, 8. L'accident du travail, 3. Et autres, 11. Donc, si je vous comprends bien, moins de cotisants, moins de rentrée d'argent et le système qui peut péricliter. N'oublions pas que si nous n'aurions pas eu, alors je vais me mettre comme vous debout en tant que même syndicaliste, parce que je suis de force ouvrière. C'est un truc chez vous, vous vous mettez Ouais. debout hein, souvent. Par contre, le micro bien près de la bouche. Hein. Ouais. Je vais vous dire aussi que derrière ça, nous avons eu aussi très très peur, et je crois que l'État en a pris conscience. C'est à la première, je dirais, les premières prémices de la pandémie, nous sommes restés cloisonnés pratiquement 3 mois. Et là, on a eu une perte d'emploi qui s'est vue sur le RSA. Le RSA, quand on fait le bilan du début de la pandémie jusqu'à peu près décembre 2020, on a eu une augmentation de 8,5%. Alors vous me direz, 8,5%, à quoi ça correspond? Ben, je vais vous dire, ça correspond à 2,06 millions de familles au RSA. Et si l'État n'aurait pas mis l'argent pour soutenir l'économie, il est vrai que nous n'en serions peut-être pas à ce stade. Laurent, merci pour le constat, merci pour ces précisions, parce qu'on voit bien que tout est lié et que, évidemment, on ne peut pas les déconnecter, ces choses-là. Par contre, comment on fait pour rebondir? Parce que nous, on est là pour être positif et essayer d'analyser, mais aussi de donner des solutions. Hein, parce que critiquer pour critiquer, ce n'est pas notre genre ici. Donc, si on doit rebondir, comment on fait? Est-ce qu'on se fédère? Vous m'avez dit, il y a des idées, mais pour un indépendant, se fédérer, c'est juste pas possible. Alors, je couperai le dialogue sur cette question en deux, parce qu'il y a les travailleurs indépendants et les auto-entrepreneurs qui sont souvent le seul salarié et le propre créateur de sa société. Et nous aurons aussi derrière les entreprises qui sont avec des salariés inférieurs à 10. Ça, c'est deux choses un peu distinctes. Alors, juste pour le premier cas, auto-entrepreneur et puis travailleur indépendant, je vous dirais juste que quand on est sorti de mai 68, il y a eu déjà une idée qui est apparue. Et il est vrai, c'était sur la consommation, la qualité, les problématiques que l'on avait déjà. Et on a créé ce qu'on appelle 50 millions de consommateurs. C'est des personnes individuelles, hommes-femmes, avec des qualités personnelles et techniques qu'on a regroupées.
Quand ils font des recours massifs, par exemple, 60, parce que maintenant c'est 60 millions de consommateurs, vous dites qu'on pourrait utiliser cet esprit-là, cette technique pour dire vous restez indépendant, par contre nous on vous fédère et on fait des recours massifs pour vous, par exemple pour faire des appels d'offres pour que vous puissiez bénéficier, même en tant qu'indépendant, sans perdre votre ADN d'indépendant, c'est ça? Oui, mais c'est surtout aussi le processus de la mutualisation. Alors je parlerai après de l'autre cas, mais derrière, et vous avez raison, une TPE, elle est gestionnaire. Alors c'est vrai, le matin elle se lève, mais elle est aussi gestionnaire des appels d'offres, elle est gestionnaire du marketing, de la logistique, elle est aussi responsable de la qualité, de la conformité législative, elle doit suivre le procédé juridique. Elle doit avoir des fonds propres pour faire l'investissement et l'innovation. Elle doit tout Après, faire. quand elle a fait ça, elle n'a plus beaucoup de temps pour faire autre chose. Et alors, ça c'est pour les TPE et les indépendants. Pour les petites entreprises, les PME de moins de 10 salariés, vous pensez qu'on peut aller les fédérer ou il y a d'autres idées pour protéger ces entreprises pour qu'elles puissent rebondir et progresser, voire grandir? alors je ne parlerai pas de l'innovation, on en parlera peut-être après, ou de l'intelligence artificielle qui arrivera incessamment sous peu, mais juste un constat. Si demain, alors la crise n'a épargné personne, et aujourd'hui on peut dire que la crise nous a montré du doigt qu'une société peut disparaître du jour au lendemain, qu'elle soit petite, surtout. Les grandes ont certainement eu résistance. Pourquoi? On prend l'exemple de l'aéronautique et du spatial. L'aéronautique et le spatial. Eh bien, alors ça a été peut-être un précurseur, mais je crois que c'était en 1907, ça a plus de 110 ans, on a créé le groupement des industries françaises de l'aéronautique et du spatial, qui aujourd'hui, et d'ailleurs depuis le 1er janvier, 6 entreprises de plus dedans, on en est rendu à plus de 400, il y a 300 000 salariés. Ça permet de faire des joint-ventures, de se soulager les uns les autres dans les moments difficiles et même dans les moments rebonds. Donc vous dites qu'il faut se regrouper, en tout cas c'est une piste de travail. On va revenir avec vous tout à l'heure sur cette idée, que vous partagez ou pas d'ailleurs avec vos amis autour de cette table. Martial Brenac, médiateur régional à l'URSSAF, ex-président de l'URSSAF Midi-Pyrénées, vous connaissez bien l'URSSAF évidemment, mais en tant que médiateur, ce qui est intéressant c'est de voir les cas, les conflits, comment vous arrivez à les résoudre, et puis qu'est-ce qui a explosé dans les cas après cette pandémie. Quel est le problème des TPE en Occitanie aujourd'hui? Quel est le constat que vous faites, vous? Alors, je voudrais revenir déjà sur le titre là que vous avez évoqué. Est-ce que les TPE sont des clandestins? En une seule phrase. Les TPE ont part entière dans le tissu économique et social de l'Occitanie. Et elles participent au maillage de nos territoires. C'est 95% des entreprises d'Occitanie. Hein. Comme vous l'avez dit, en Occitanie, 90 ou 95% des entreprises sont des TPE de moins de 10 salariés. Alors, je sens que le titre a été... alors, c'est pas le mien, sinon je l'aurais assumé, mais je sens que le titre a été posé là pour un peu vous provoquer. Oui, ça marche. Hein. Non, mais nous, ça ne nous dérange pas. Et donc, on répond, Bernard et Laurent ont répondu. Voilà, donc ça, je tiens à le dire, donc, je le répète, donc, ces entreprises, quelles qu'elles soient, d'un salarié, de 10 salariés ou des PME, des CPME, participent au territoire et au maillage du territoire. Voilà. Alors après, qu'est-ce que c'est une TPE ? Une TPE, comme l'a dit un peu Bernard, ça peut partir de quelqu'un qui est sans emploi et qui décide de créer son propre emploi parce qu'il n'a pas trouvé satisfaction. Ensuite, le problème donc, des TPE, qu'elles aient 2, 3 ou 4 salariés, contrairement à des PME ou des PMI, elles n'ont pas de structure interne qui peuvent réagir d'une manière efficace. Je m'explique. Quand il y a 2 ou 3 personnes, il y a un patron, entre guillemets, mais il n'y a pas de directeur de ressources humaines, il n'y a pas de directeur commercial. Il n'y a pas d'organisation. Il n'y a pas d'organisation. Ce qui fait que le patron, entre guillemets, ou les 2 ou 3 qui sont dans cette entreprise, font tout, doivent avoir des compétences aujourd'hui diverses. Alors que, et on va en parler tout à l'heure si vous voulez,
chaque segment est un métier aujourd'hui. Hein. On ne s'invente pas gestionnaire, on ne s'invente pas juridique, etc. Voilà. Et donc ça, c'est le premier problème. Et aujourd'hui, il y a un autre problème dans les TPE qu'il faut évoquer, et ce n'est pas nouveau. Elles manquent de capitaux et de fonds propres. Ça, c'est le mal du siècle. Et il faut que vous sachiez qu'une entreprise sur deux qui se crée ne dépasse pas les 5 ans. Pour ces raisons-là? Oui, ne dépasse jamais les 5 ans. Et alors, voilà. prenons les choses de manière assez pragmatique, parce qu'encore une fois, vous êtes là pour apporter des idées et des solutions. Moi, je suis en train de vous écouter, de vous regarder, là, comme ceux qui le font en ce moment, et je encore vous sollicite si vous avez des questions à leur poser. Comment on fait pour pallier au manque de fonds propres et de capitalisation? Alors, on le voit à l'heure actuelle, parce qu'il faut être honnête, il n'y a jamais eu une situation aussi favorable avec la crise sanitaire. Hein. Je vais peut-être choquer les gens. Le tribunal de commerce n'a jamais eu si peu de dépôts de bilan depuis 40 ans. Il faut dire qu'on est sous morphine quand même en ce moment. C'est simple. Aujourd'hui, que ce soit les entreprises en elles-mêmes sont complètement soutenues par le quoi qu'il en coûte, et les salariés sont fonctionnaires. Mais est-ce que, par exemple, le PGE pourrait nous aider à avoir un fonds propre ou une capitalisation plus importante, alors que c'est peut-être pas le but du truc au départ, hein? Oui, mais bien sûr. Et d'ailleurs, je vous le dis, il y a un sondage qui a été fait récemment et qui dit que, parce que tout le monde, on entend, oui, personne ne pourra rembourser le PGE. Or, il y a un sondage qui est sorti, qui est sérieux. Il y a moins de 5% des chefs d'entreprise qui disent ne pas pouvoir rembourser le PGE dans les délais. Ils ne disent pas qu'ils ne pourront pas rembourser, mais dans les délais actuels. C'est-à-dire que, comme l'a dit Bernard, dans ce qu'on fait nous à l'URSSAF, on regarde tous les dossiers les uns par les autres, parce que Bernard l'a dit, mais je crois que ça aussi, il faut le répéter. L'URSSAF, elle est là pour aider les entreprises. Hein. On n'est pas là pour les tuer. Alors que vous n'avez pas trop cette image au départ. Hein. Non, mais moi, j'ai été chef d'entreprise. Et même, vous voyez, si on m'avait dit qu'un jour je serais président de l'URSSAF, je ne l'aurais jamais cru. C'est vrai? Mais bien sûr. Ça arrive même à des gens bien, il paraît. Hein. Oui, mais parce que je peux vous dire que des conflits, j'en ai eu avec l'URSSAF à l'époque. Dites-moi, vous n'êtes pas en train de me dire quand même que les 2 personnes de l'URSSAF que je rencontre aujourd'hui sont en train de me dire qu'il faut utiliser le PGE pour me capitaliser et avoir des fonds propres quand même. C'est pas ce que je dis, mais ça peut servir. Si je le fais, vous n'allez pas me crier dessus. Je préférerais que ça serve à aller dans les fonds propres capital que de s'acheter une voiture, vous voyez, par exemple. Oui. Pourquoi ça, vous l'avez constaté, par exemple? Oui, bien sûr. D'accord, oui, bien sûr. Donc faites gaffe, si vous avez fait ça, c'est pas bon. Voilà. Ça part mal. Et donc, la situation aujourd'hui, elle est assez favorable. Je suis désolé. La crise a rendu, je vous dis, les entreprises aujourd'hui, c'est comme si elles étaient étatisées et les salariés fonctionnaient. Alors Martial, je vous guide parce que je ne veux pas perdre de fil et puis après, ils ont envie de réagir. Donc il y a 2 sujets. Le premier, vous me l'avez dit, pour les fonds propres et les capitalisations, on est plutôt dans une situation favorable. Le PGE, il y a d'autres solutions. En tout cas, c'est important de le faire. Et le deuxième sujet que vous avez évoqué, vous dites, ouais, les dirigeants, ils n'ont pas trop d'informations, ils ne sont pas trop guidés. De formation. C'est ça que vous voulez faire? Bien sûr. Et oui, parce que je vous prends un exemple simple. Vous créez une entreprise, une TPE aujourd'hui, d'accord? Donc vous n'avez pas beaucoup de capital et pas de fonds propres. Qu'est-ce que vous faites? Donc vous faites une production, vous avez un produit à vendre, et donc vous avez un fournisseur. Ce fournisseur, comme vous n'êtes pas encore sur le marché, qu'est-ce qu'il va vous demander? De payer cash. On dit au cul du camion. Hein, c'est un mauvais terme, mais c'est ça. Oui. Donc il arrive, il décharge et vous payez. Là, vous décaissez tout de suite. Tout de suite, avec de l'argent que vous avez à peine. Et vous, par contre, vous allez mettre un certain temps à vendre votre marchandise. 60 jours minimum. Ouais, ou 80, non, 60 jours. Mais vous serez payé à 60 ou 90 jours. C'est ça. D'accord? Ce qui veut dire que pendant 60 jours ou 80 jours, Vous tirez la langue. vous faites le banquier. Ouais, c'est ça. Or, ce n'est pas votre rôle. Ouais. Et ce qui est terrible. Comment on fait alors? Non, mais ce qui est terrible, c'est qu'en plus, vous pouvez mourir en bonne santé. Vous voyez, c'est-à-dire que plus vous avez le produit que vous vendez... Je suis persuadé qu'il y a des gens qui nous regardent, qui ont planté leur boîte à cause de ça. Et voilà, et je le dis, et c'est terrible. Parce que vous voyez, quand une entreprise, vous créez, vous faites un prévisionnel. Bon, comme tous les prévisionnels... Est-ce que c'est typiquement français, ça? Oui et non. Bon, en Allemagne, on ne va pas faire des comparaisons, mais en Allemagne, par exemple, elles sont beaucoup plus capitalisées, vous voyez. Et je croyais que le gouvernement avait envoyé des messages pour que les collectivités, déjà, ne payent pas à 60 jours, mais beaucoup moins, pour être un petit peu plus... La loi existe, mais je veux dire, entre la loi et la réalité, voilà. Bon, je vais comme... L'URSSAF respecte cet engagement. Vous remboursez, vous, mais pas souvent. Moi, j'ai une vision totalement différente. Complémentaire, pardon, excusez-moi. Je dis tout simplement qu'aujourd'hui, toutes les dettes
PGE, URSSAF, les dettes fiscales, y compris les dettes avec les bailleurs, aujourd'hui, toutes ces dettes devraient être, je dirais, cumulées dans une bulle. Et que cette bulle, on la sorte des chiffres de l'entreprise, on les mette sur un échéancier de 10 ou 12 ans. Ce qui permettrait que la trésorerie qui a été constituée pour les PGE, la partie restante, lorsqu'il en reste, ne vienne pas débitrice instantanément pour solder ce PGE, mais qu'elle soit étalée sur une période, une période de 10 ou 12 ans. Il y a des chefs d'entreprise autour qui font oui, on signe tout de suite. Voilà, et plus loin, il faut aller encore plus loin. C'est que cette dette du Covid-19, ce n'est pas la responsabilité des chefs d'entreprise. Ça nous a été imposé par une pandémie, par une décision gouvernementale, et je ne vois pas pourquoi la charge de cette dette serait à 100% sur le dos de nos entreprises au sens le plus large, que ce soit les TPE et les autres. C'est là où je dis, et je termine, excuse-moi Martial, parce que ça c'est un dossier qui me passionne. Nous, les chefs d'entreprise, on sait ce que c'est cette souffrance que nous avons vécue là, pendant un an. Bien sûr, on a eu des aides, mais derrière, le remboursement nous préoccupe. Donc je dis que si on bloque cette bulle Covid, qu'on la répartit sur une période de 10 ou 12 ans, et si derrière on appelle via la CRDS pour rembourser cette dette une partie, je dirais, totalement mutualisée par nous tous, sur des pourcentages, une partie aussi qui pourrait être prise sur un prélèvement de la TVA, quelques pourcentages, et le reste par solidarité, bien sûr, par les chefs d'entreprise. Solidarité que nous allons tous savoir, puisque Valérie n'a pas encore ouvert la bouche. Excusez-moi, Valérie. D'accord. Après, je reviens sur vous, Martial. Valérie, je disais grand témoin. Donc, vous entendez ces trois personnes dire des choses plutôt envers les chefs d'entreprise que vous représentez ici. Est-ce que vous êtes OK, vous êtes d'accord sur ce que les personnes qui viennent de s'exprimer disent? Est-ce que vous avez des correctifs à apporter? Comment vous l'avez vécu, vous? Bonjour à tous. Donc, globalement, oui, je partage l'analyse pour être aussi engagée dans de nombreux mandats. Et pour être très concrète, puisque je vous apporte mon témoignage aujourd'hui, donc moi j'ai plutôt tendance à parler d'indemnité plutôt que d'aide, puisque dans mon secteur d'activité, je suis cuisinier traiteur, on m'a imposé des fermetures à 2 reprises. Donc je ne considère pas vraiment qu'on m'a aidé, mais qu'on m'a indemnisé, puisqu'on m'a mis à 0 de chiffre d'affaires. Donc ça c'est quand même quelque chose de très important dans le verbatim. Ceci dit, la mesure était quand même plutôt favorable. Et ça, je tiens à en témoigner. Les mesures gouvernementales ont été plutôt favorables. Concernant le rebond, et pour effectivement rebondir sur ce que vous avez dit, là où en tant que TPE, nous sommes extrêmement défavorisés et où il y a un grand manque d'équité, c'est sur l'adaptation des process administratifs. C'est-à-dire que le gouvernement a mis des mesures générales en place et tout le monde devait rentrer dans les mesures générales. Ce qu'il y a, c'est que nous, les TPE, nous sommes tous un cas particulier. Donc comment voulez-vous, dans une case unique, faire rentrer que 95% de cas particuliers? Ça a été extrêmement difficile et la structuration de nos entreprises, qui doivent allier et production et gestion, ne sont pas en capacité de consacrer le temps nécessaire à le faire correctement. Donc quand il y a des subventions, quand il y a des fonds européens, quand il y a toutes ces mesures qui pourraient aider à la relance, à l'investissement, c'est tellement compliqué. C'est tellement inaccessible, ça manque tellement d'équité dans la procédure qu'en fait les chefs d'entreprise renoncent, les fonds ne sont pas utilisés et au final dans l'analyse de l'autre côté du gouvernement qui est fait ou qui est faite, c'est ils ne le demandent pas. Ça veut dire que c'est tellement opaque, c'est tellement chronophage, c'est pas simple, c'est pas adapté que vous y renoncez parce que vous n'avez pas les ressources juridiques d'une grosse boîte qui va décoder ça et qui va vous faire la demande. Et donc du coup vous dites moi je peux pas, les laisse tomber. Et en face on vous dit ils en ont pas besoin. Exactement. Et donc ça c'est un vrai message à envoyer au gouvernement pour leur dire soyez un petit peu plus vulgarisateurs parce que si vous ne descendez pas au contact et que vous n'êtes pas proche des gens, vous ne saurez jamais ce qu'ils pensent. Ils ne vous sondent pas non plus. Quand vous refusez de les prendre, ils ne viennent pas vous demander pourquoi? Alors, ils ne viennent pas nous demander pourquoi. Et là, c'est l'occasion de rebondir à nouveau sur ce qui a été dit. Ce n'est pas qu'ils ne nous demandent pas pourquoi, c'est qu'ils passent par nos instances représentatives pour le faire. Voilà. Et c'est là qu'on manque sûrement d'initiative et d'engagement. Dans le rebond,
dans le parcours du chef d'entreprise, la connaissance de son environnement économique et à quoi sert chaque instance dans chaque moment de la vie de l'entreprise, ça devrait faire partie de la formation de base du chef d'entreprise. On revient à ce que disait Martial, la formation. La formation, c'est-à-dire à quoi sert l'État, les services d'État, les chambres consulaires, les interpros, ces PME, les branches, et remettre les clubs et les réseaux à leur place. C'est-à-dire ils sont là pour faire du business. Mais l'environnement économique des 20 dernières années a fait que le copinage, la politique, un grand nombre de choses ont laissé beaucoup trop d'espace à tous ces clubs. L'environnement économique est également devenu opaque. La représentativité et l'engagement des chefs d'entreprise de plus en plus difficile à acquérir, alors que c'est par le biais de cette représentativité que nous, travailleurs sociaux indépendants, les TNS, on pourrait recréer l'effet grand groupe, se fédérer, avoir par le biais de nos instances les services juridiques, les services réglementaires et avoir tout cet environnement économique. Mais pour cela, parce qu'à la différence des syndicats salariés, il faudrait qu'il y ait une vraie reconnaissance des chefs d'entreprise qui s'engagent. Parce qu'un syndicaliste salarié, il est détaché de son temps de travail, formé, et il est protégé, formé, rémunéré pendant qu'il fait le bien commun, ce que je ne remets pas du tout en cause même, puisque je suis totalement favorable à ça. En revanche, le chef d'entreprise, c'est sur son temps personnel, à ses frais, au détriment souvent de son entreprise, parce que tout le temps que l'on passe pour le bien commun, on n'est pas dans les entreprises pour faire avancer les boutiques, de sa vie familiale exactement. Et pas forcément écouté. Pas forcément écouté, et il n'y a surtout, en contrepartie, aucune reconnaissance. Donc ce n'est pas forcément une reconnaissance financière. Ça pourrait passer par des crédits d'impôt, des temps horaires, des dispositifs particuliers pour pouvoir se faire remplacer dans l'entreprise quand nous, on va œuvrer pour le bien public. Des solutions, il y en a. Et maintenant, avec cette crise, et vu comment l'État a su et dû s'appuyer sur nos instances interpro et professionnelles, cette reconnaissance, maintenant, ils nous la doivent. Oui, enfin ça, vous êtes au moins d'une logique implacable et pleine de bon sens. Moi, quand je vous écoute, Valérie, je signe à toutes les lignes. Juste une chose quand même, parce qu'ils ont dit plein de choses, et je voudrais avoir votre avis. Se fédérer, joint venture, là, vous y croyez, vous ? Alors, non seulement j'y crois, mais je le pratique depuis 20 ans. Alors, comment vous faites ça ? En 2 mots ? Pour se fédérer, oui. Il faut donner. Il faut donner de son temps, il faut faire un chèque de cotisation pour faire avancer la machine, avoir des permanents qui se forment et qui répondent à nos questions. Et surtout, penser au bien commun avant de penser à son bien personnel. Et vous parliez d'instances représentatives, vous êtes à la CPME. Est-ce que CPME, c'est le bon canal pour se faire entendre ? Alors, sur l'Interpro, c'est quand même l'institution qui représente les entreprises patrimoniales. Donc là, il n'y a pas de débat. Et ensuite, puisque je suis aussi coprésidente du syndicat de l'hôtellerie, de l'UMI, à titre professionnel, oui, je vote oui. À 100%. Valérie, sans être indiscret, vous trouvez le temps où ? C'est la question que l'on me pose souvent. Donc c'est vrai que j'avoue, je travaille entre 100 et 120 heures par semaine. C'est ça. C'est-à-dire qu'elle invente, mesdames, messieurs, des heures dans sa journée. Elle en a plus que nous. C'est quelqu'un qui est formidable de ce côté-là. Martial, je vous ai coupé tout à l'heure, mais ça va dans votre sens, ce témoignage ? Oui, non, mais je veux dire une chose. Si elle fait le ratio, elle ne gagne pas le SMIC. Alors, voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas cotiser sur le taux horaire, parce qu'il n'est pas bon, le taux horaire. Et c'est ça qui n'est pas reconnu et ce n'est pas à leur juste valeur. Et ça, c'est très inquiétant. Alors, je voudrais, tout ce qui a été dit est tout à fait juste, mais si vous voulez, aujourd'hui, la crise, à chaque chose, valeur est égale. Hein. Bon. La crise aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, grâce à toutes les aides, parce qu'il faut reconnaître, Valérie l'a dit, que ce soit les aides de l'État, de la région, des URSSAF sur le fonds de solidarité, etc., ça a maintenu les gens à un niveau, et même, je suis honnête, il y a des entreprises qui auraient dû déposer le bilan avant la crise et qui, grâce aux aides, sont sous perfusion. Voilà. Alors aujourd'hui, par contre, ce qui est intéressant, je crois, pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'est-ce qui va se passer demain ? Parce que... Comment on réarme les TPE, on me demande, voilà. Parce que, très honnêtement, le quoi qu'il en coûte, il va s'arrêter un jour. Oui. Bon. Donc, par contre, et là, ça va être très compliqué. Alors, je vous donne une information que Bernard doit connaître et tout. Il y a un logiciel que le ministère des Finances a et qui a été fait, d'ailleurs, avec les informations de l'URSSAF et de la CAF, voilà, pour essayer, avec un algorithme, et qui permet de déterminer la situation financière des entreprises. Alors, je peux vous dire qu'il tourne à l'heure actuelle. Pourquoi ? Parce que, grâce à cet outil, ils vont arriver à savoir
un peu comme l'a dit Valérie, au cas par cas, qui il faut aider, comment on peut les aider. Parce que si demain on coupait le robinet des aides, là, ça serait catastrophique. Alors, c'est ce qu'on appelle, et je ne veux pas faire l'intellectuel, c'est ce qu'on appelle le cas schumpeterien, c'est-à-dire que face à la modernité, il y a d'abord un nombre d'emplois énorme qui est cassé, et ensuite, avec les emplois nouveaux, parce qu'aujourd'hui, là, vous voyez, à l'heure où on est en train de parler, 50% des métiers de demain, on ne sait pas ce que c'est. D'accord. 50% des métiers de demain. Alors, Martial, on va rebondir. Oui. Je réponds à votre question, si vous voulez. Moi, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, que ce soit les TPE, les PME, ne feront pas l'économie d'une transition. Il y a 3 transitions aujourd'hui inévitables. Vous avez la transition écologique, transition numérique et transition sociale. Si les entreprises ne s'adaptent pas à ça, et je pense qu'elles auront du mal. Elles auront du mal. D'accord. Ça, c'est votre vision pour le rebond et pour protéger et réarmer les TPE. Et vous me parliez de solutions, évidemment, de refinancement. Si je prends un simple exemple, sur le numérique, vous voyez, grâce à la crise sanitaire, il faut être honnête, les entreprises ont fait un bond de 4 ou 5 ans. Regardez le télétravail. C'est un mal pour un bien sur ce terrain-là. Hein. Oui, mais qui parlait de télétravail il y a encore un an et demi. C'est clair. Et aujourd'hui, toutes les entreprises, l'URSSAF, Bernard le sait, on était à 90% en télétravail. Et ça fonctionnait très bien. Alors, je vais vous demander un exercice maintenant majeur. Et je compte sur votre professionnalisme et sur votre compétence. Là, je crois que je me suis bien bordé. Là, ils ne peuvent pas être bons moyens. Je voudrais que vous fassiez une conclusion en 1 minute. Qu'est-ce que je retiens de votre point de vue, en 2-3 idées, 1 minute, sur cette thématique? Comment on va rebondir? On est dans les assises du rebond de la CPME Occitanie. Comment la TPE, la PME, les artisans, les commerçants vont rebondir derrière? Départ avec Bernard Massas. Mais c'est très simple. Premièrement, adhérer à la CPME. Parce que dans la CPME, nous avons les structures internes pour aider tous ces chefs d'entreprise qui sont parfois en perdition. Ça, c'est la première étape. On peut les assister sur la partie juridique, sur la partie sociale. On peut les aider à monter des dossiers de subvention et d'aide au niveau du département ou de la région. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de se dire, chef d'entreprise, reprenez-vous en main. Arrêtez. Vous avez eu la chance d'avoir été prise dans un assistanat. Aujourd'hui, reprenez-vous en main. Mais notre problème, c'est la main-d'œuvre. Aujourd'hui, notre problème, il est là. Donc, il va falloir, par rapport à ce que disait mon ami, c'est que derrière, dans la restructuration et l'évolution sociale, il va falloir peut-être qu'on reconsidère nos contrats de travail d'une façon différente. Il va falloir qu'on pousse à la formation l'ensemble de notre personnel pour les élever en compétences, pour arriver à avoir une entreprise encore plus valorisée qualitativement. Ça, c'est l'autre étape. Et concernant la partie, tout ce que je dirais commercial et autres, la partie développement en pur et dur, eh bien, aujourd'hui, la grande tendance, c'est d'aller, ça a été vu dans une dernière table ronde, c'est d'aller dans la partie environnementale. Et pour pouvoir accéder à cette partie environnementale, il faut que les chefs d'entreprise participent à des réunions de travail, organisées aussi par notre propre organisation, avec l'appui de l'ADEME, etc., pour avoir, par rapport à leur métier, quels sont les axes et les orientations qu'ils doivent prendre. Donc ça, c'est l'étape qui doit permettre justement de sortir de cette ornière. La dernière étape, c'est de se dire, que faisons-nous demain? Nous allons nous lever avec une vision autre de notre TPME, de notre PME. Nous devons nous remettre tous en question. Il y a 1 an, c'était autrement, et à partir de demain, le monde a changé, donc. Pardon, le monde a totalement changé, jusqu'à nos TPE. Que les grands groupes, eux, qui ont la capacité d'anticiper tant au niveau international, ils ont des connaissances, des supports, des hommes qui font toute cette recherche via l'innovation. Mais dans nos TPE, on n'a pas le choix. Donc, c'est le chef d'entreprise qui doit se dire « je dois me remettre en question ». Et de là, faire partie de groupes de travail, de groupes de réflexion que nous trouvons bien sûr à la CPME, dans les parties, que ce soit dans l'industrie, dans le bâtiment, dans le service, dans les commerces, pousser tous les commerces à la digitalisation, mais la digitalisation accessible. Bernard,
Je crois qu'on va nous couper l'électricité. Vous avez été un peu long, mais Bernard Massas vient de réinventer le Yes We Can de notre ami Obama, en catalan évidemment, mais vous avez beaucoup de chance de l'avoir dans les PO parce que, dites donc, il enfonce des portes, hein, ce garçon. Hein. Bravo Bernard, mais il faut que je vous coupe. Ludovic est avec nous, alors vous ne ferez pas, Laurent, pardon. Laurent, vous ne ferez pas aussi long. Je vous demande pareil de conclure sur cette thématique. Comment on rebondit quand on est TPE-PME ? Alors, je ne reviendrai pas sur ce qui est dit sur le groupement, mais je pense que les TPE, on est dans un rond-point sur l'innovation. Qui dit innovation dit investissement. Le groupement va permettre peut-être de faire des investissements puisqu'il faudra se former. Il faudra certainement, avec cette formation, voir autre chose dans le travail puisque notre pandémie a mis que l'industrie, le travail et même la consommation et le social va bouger. Derrière, les nouvelles technologies, alors je vais vous faire rire, peut-être il n'y a pas de jet de tomates, mais la 5G, la 5G, tout le monde dit on est à la 4G, la 5G, ok, super, on va pouvoir faire de l'analogie un peu plus rapide, l'holographie, l'image virtuelle, on y reviendra et j'y reviendrai rapidement. Ce qui se passe, là, on est dans la conclusion. Hein. Oui, ce qui se passe, c'est que la 5G, les Chinois sont déjà à la 6G. Ils ont déjà expérimenté avec un premier satellite au mois de novembre 2020. La 6G, 100 fois plus performante. D'accord ? Donc, et comment on rebondit alors ? La 5G, il va falloir vite y arriver, se regrouper de façon à faire de l'investissement, par le biais peut-être de la CPME pour se faire entendre auprès de l'État, pour pouvoir garantir des fonds, pour pouvoir rebondir. Derrière, ce qui va se passer, c'est qu'il y a le quantique qui arrive. Premier quantique, alors je ne sais pas si vous le savez, mais il vient d'être homologué en Allemagne, à côté des Allemands. Et alors, il est en 27 qubits. Alors, je ne vous dis pas ce que ça va donner en 2027 à 1000 qubits, où on aura... Je vais prendre un exemple. Et madame, je vous remercie parce que vous avez un très beau site, mais ce site-là, il est déjà caduc. Les Chinois, ou même avec l'avenir, on aura de l'environnement virtuel. Vous pourrez être au restaurant avec de la montagne, de la mer, du sous-marin, ce que vous voulez. Demain, on pourra faire le tour, je dirais, des magasins virtuels avec un choix. On pourra même choisir sa table. Ce que je veux dire, c'est que là, on est vraiment dans un rond-point. Et si on le rate... Et tous les métiers peuvent changer, donc voilà. Il ne faut pas rater. Et les GAFA l'ont bien compris. Heureusement que nous ne débranchons pas les aides et les invités, parce qu'ils sont quand même passionnants. Les GAFA l'ont bien compris. Oui. Google, Amazon, Facebook, là c'était fini, Apple. Là, c'était fini. Là, hein, on est d'accord. On sort des TPE, cher ami. Hein. Et Martial, heureusement que vous êtes là. Vous êtes le sage des trois. Là. Donc, montrez-leur comment on fait une conclusion jolie, belle, en 1 minute. Allez, montrez-leur un peu le message. Oui, non, il faut redonner des perspectives et de l'espoir à tous les acteurs afin que personne ne se sente abandonné. Ça me paraît primordial. Ensuite, pour la relance, il faut reconstruire une économie forte, écologique et souveraine et solidaire grâce au plan de relance pour l'emploi et le plan de transformation et de développement régional de l'Occitanie, baptisé Green New Deal. Ces plans sont établis en tenant compte des leçons tirées de la crise sanitaire ou des problématiques déjà existantes et il faut reconstruire la région différemment. Allez, si vous voulez un jour devenir médiateur, vous voyez un peu ce qui vous reste encore comme chemin pour courir, Valérie. Pour compléter, Martial, l'intelligence artificielle ne doit pas se substituer. On peut aussi réformer le statut de médiateur afin de permettre d'aller jusqu'au bout de ses pensées et qu'on puisse les communiquer avec force et passion. Attendez, on me fait signe qu'on a coupé Cognac G, on a coupé l'antenne. Oui, c'est ça. Valérie Ponce, pour la conclusion, s'il vous plaît. Vous qui êtes pleine de bon sens, montrez-leur la bonne voie, celle d'une femme responsable et dynamique. Merci. Donc, pour le rebond, j'aurai 2 axes. Inciter les chefs d'entreprise à s'engager sur les mandats des chambres consulaires, des interpros et de leurs branches professionnelles, parce qu'ils vont donner énormément, mais en même temps, ça va leur permettre d'accéder à toutes les informations au bon moment. C'est la source de l'information qui va leur permettre, dans leurs propres entreprises, de piloter et de savoir saisir les opportunités. Cet engagement va pouvoir se fédérer et on va obtenir, du coup, vis-à-vis de l'État, une légitimité qui pourra permettre aux TPE de s'exprimer d'une seule voix très forte. Donc, l'engagement, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, s'inspirer de ce que peuvent faire les grands groupes. Les grands groupes, c'est des pilotes. Ils inventent des concepts. Ils mettent en avant des systèmes.
Nous sommes des créatifs. Donc, dans la création, on a souvent, des fois, du mal à se canaliser ou à s'organiser. Donc, il faut s'inspirer de ces pilotes pour pouvoir créer nos marques. Voilà, il faut qu'en tant que TPE, on sache créer sa marque, ce qui permet de se faire identifier dans nos valeurs d'entreprise et dans nos valeurs de marque. Nos salariés, finalement, ils vont s'identifier, ils vont y trouver un développement personnel et des axes aussi de développement professionnel. Et ça permet également de fédérer en interne en entreprise. Ça donne aussi au chef d'entreprise l'opportunité de ne plus être dans la dualité vis-à-vis de tout. Il a ses valeurs de marque, il a ses valeurs d'entreprise, et finalement, il n'est plus face à face dans son discours avec son personnel ou avec son environnement économique, puisqu'il s'est fixé un cap et un objectif. Donc on répond à des objectifs. On ne répond plus directement aux attentes personnelles du chef d'entreprise. Donc ça donne un cadre dans lequel tout le monde peut rayonner. Merci Valérie. Juste rajouter un dernier point. Mais pourquoi ne pas fiscaliser tous les grands groupes internationaux, de constituer un fonds pour aider les TPE et les PME à ce qu'elles s'impliquent encore plus avec des moyens à l'innovation et à la digitalisation? Il faut réfléchir à tout cela. Oui. Attendez, je crois qu'on me fait signe en régie que... oui, on vous attend. En tant on que vous syndicaliste, attend. On vous attend. Non, c'est fini. On vous attend. j'aimerais dire non, que l'intelligence artificielle ne doit pas se substituer à On l'humain. vous attend à Mais Paris. l'aider. On me fait signe à l'Élysée pour la bonne réponse. Et mesdames, messieurs, vous qui nous avez suivis depuis tout à l'heure, en direct de Cognac G ou de je ne sais où, parce qu'aujourd'hui on a tellement dépassé de temps, je voudrais dire à Samuel 7, pardon pour le retard, mais on a fait au mieux avec nos 4 merveilleux intervenants. Merci pour votre gentillesse et votre accompagnement. À tout à l'heure, après l'avocat du diable de Samuel 7 pour la 3e table ronde. Salut.